Bonjour, c'est Nancy Kawaya. Bienvenue dans votre émission Entre-temps. Aujourd'hui, nous vous proposons le portrait d'un homme politique belge qui est militant du Parti socialiste depuis 1973, M. André Flahault. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu présent pour cette entrevue aujourd'hui. Avec plaisir. Bienvenue. Merci beaucoup. Pour les téléspectateurs qui ne vous connaissent pas ou qui ne cadrent pas encore bien votre parcours politique, que pouvez-vous dire en quelques mots pour qu'ils puissent découvrir votre parcours? Mais comme vous l'avez dit, c'est un engagement qui date de 1973. Oui. Je suis né en 1955, oui. Donc c'est très tôt que je me suis occupé des autres en quelque sorte, d'être utile dans le village où j'étais, dans l'école où j'étais, et puis de fil en aiguille, on s'engage en politique et on se bat pour une valeur centrale qui est pour moi la valeur de solidarité, parce que on peut être libre tout seul, ça sert pas à grand chose, mais pour être libre et heureux, il faut mieux être solidaire avant. Et puis je m'engage également pour la citoyenneté et l'éducation à la citoyenneté, parce que plus j'avance et plus je constate que aujourd'hui on a l'impression de connaître le monde entier au travers des réseaux sociaux, mais on ignore son voisin et on ignore surtout les fonctionnements de la société dans laquelle on évolue. Et donc on ne sait pas transformer une société en ignorant son histoire et en ignorant son fonctionnement. Et ça, c'est le combat permanent. J'ai eu l'occasion de le mener en différentes responsabilités, un engagement local, un engagement provincial au centre d'études du Parti socialiste et puis en différents postes ministériels, les travaux publics, la défense, la fonction publique et aujourd'hui la vice-présidence de la Chambre, Parlement national belge que j'ai présidé pendant 4 ans, à un moment où il n'y avait pas de gouvernement pendant 541 jours. Beau parcours, long parcours. C'est donc la citoyenneté, la solidarité qui motive cet engagement politique à gauche, précisément? Oui, les deux sont liés. Je crois que nous avons des valeurs de gauche, liberté, certainement, la justice, certainement. Mais je crois que la première à inculquer aux enfants dès le plus jeune âge, c'est la valeur de solidarité. Et donc ça fait partie de cette éducation citoyenne. C'est quand on est très jeune qu'on est encore solidaire et qu'on peut comprendre les autres, qu'on accepte les autres, qu'on accepte de construire des choses ensemble indépendamment des convictions, de la couleur de peau, du sexe, etc. Je crois que c'est là que ça se crée et on doit reconstruire une société aujourd'hui à partir de la génération et des générations qui nous suivent, parce que nos générations ont un peu perdu ce sens de la solidarité, de l'intérêt collectif. Conviendrait qu'on vit aujourd'hui dans une société de chacun pour soi, de repli sur soi, de rejet des autres. C'est pas comme ça qu'on va vivre heureux et qu'on va rendre les autres heureux. Certainement pas. Et on sait que vous étiez ministre à la Défense pendant 8 ans et demi, ensuite ministre du Budget. Que pensez-vous, comment pensez-vous que la Belgique doit investir? Plus dans la défense, dans la santé, dans la question du logement? Les besoins sont énormes. Oui. Les besoins sont énormes et ce qui rend difficile le rôle de l'homme ou de la femme politique. C'est toujours une question de choix. Un budget, c'est un choix que l'on fait en fonction des besoins exprimés par la société. Alors je crois que nous avons une première mission, c'est de veiller à l'intérêt collectif qui doit primer sur l'intérêt privé, l'intérêt particulier. C'est la notion d'intérêt général et des missions de l'État. Ces missions de l'État, elles vont aussi bien de l'éducation jusqu'à la santé, en passant aussi par des missions de défense et de sécurité collective. Donc le tout, c'est de parvenir à donner les justes moyens là où ils doivent être en fonction des besoins exprimés par la population, mais pas uniquement, parce qu'autrement on épousera uniquement les besoins exprimés par les plus forts dans une population. Il y a une nécessité de justice sociale à respecter et d'équité.
Et donc, c'est aussi, par exemple, une imposition juste. Faire en sorte que les systèmes de solidarité qui sont mis en place, par exemple la sécurité sociale ou encore la fiscalité, soient respectés scrupuleusement par la population. Parce que celui qui fraude le fisc ou celui qui fraude la sécurité sociale, il porte préjudice à l'ensemble de la population. Et donc, tout le travail du politique, c'est ça. Dans un contexte aussi où la population n'aime pas de payer des impôts. Oui. Et donc les moyens sont limités, mais la richesse est énorme à certains endroits, et donc il faut veiller à une bonne répartition des richesses, et ça c'est une politique de gauche. Mais tout de même, je suis sûre que les téléspectateurs voudraient savoir quelle est votre priorité, vous, quelle serait entre l'éducation, la santé, le logement ou la défense? Quelle serait la priorité? Alors je vais vous dire, c'est l'éducation. Pourquoi? Parce que l'éducation de la population, c'est la première priorité pour les pères et les mères. Ensuite, c'est la santé, parce qu'on ne sait pas vivre heureux si on n'a pas la santé. Et je crois que ça va de la prévention, protection maternelle, infantile, etc., pour que les enfants puissent naître en bonne santé, qu'ils puissent continuer à évoluer en bonne santé, qu'ils puissent être éduqués correctement et devenir des citoyens responsables. Et puis après, il y a effectivement le droit au logement, le droit à la nourriture, mais il y a aussi cette dimension qui n'est pas toujours une dimension de gauche et pourtant c'est nécessaire, c'est d'assurer la sécurité. Et quand j'étais ministre de la Défense, mon slogan à moi, c'était priorité à la paix. Et la défense, elle doit servir la paix, et la défense, elle doit aussi être proche et utile à l'ensemble de la population. Il ne faut pas avoir nécessairement des hommes en armes. Elle peut aussi apporter beaucoup de choses, aussi bien en termes d'éducation que de support à la santé ou de la reconstruction d'infrastructures. On a fait énormément de choses en Belgique et en Afrique sur base de ce concept-là. On m'a reproché que je faisais une défense trop humanitaire, mais je crois que ça fait partie de mes convictions, c'est que tous ces outils de l'État doivent être utiles à l'ensemble de la collectivité. Et la paix, c'est aussi une priorité. Sans paix, on n'a rien. Maintenant, cap sur l'actualité, pour revenir à l'actualité belge. La Belgique n'a pas encore de gouvernement. Et depuis les élections de mai 2019, vous êtes en négociation. Qu'est-ce qui coince? Mais la Belgique est un pays qui est devenu d'un État unitaire, créé un peu artificiellement par les grandes puissances en 1830, mais qui a évolué progressivement de réformes institutionnelles en réformes institutionnelles pour avoir une structure fédérale, avec des entités fédérées, la Flandre, la Wallonie, Bruxelles, la communauté germanophone. Certains nous disent, oui, mais c'est un pays compliqué. Mais c'est un pays compliqué parce qu'il y a plusieurs langues. Il y a plusieurs cultures dans ce pays. Mais toutes les réformes de l'État que nous avons adoptées, c'était des réformes de l'État qui avaient un socle commun, à savoir le respect des minorités. Le respect de la minorité francophone dans ce pays, 4 millions pour 6 millions de néerlandophones, 70 000 germanophones, qui doivent être respectés aussi. Respect aussi de la minorité flamande à Bruxelles, de la minorité francophone dans la périphérie. Et ce principe-là de respect des minorités, dans une démocratie organisée sur base du vote obligatoire, et ça doit rester le vote obligatoire, avec un système proportionnel, nous donne quelque part des résultats d'élections qui obligent les différentes composantes et entités de négocier. Alors, il y a effectivement des sensibilités au sud et au nord qui sont différentes. Les gouvernements sont constitués aujourd'hui, c'était une première étape, Bruxelles, Wallonie, Flandre. Et puis, il reste maintenant le gouvernement fédéral, où là, il faut trouver les passerelles, les socles communs, le minimum de socles pour faire en sorte de se rencontrer, les sensibilités exprimées en Flandre qui sont des sensibilités plus à droite et des sensibilités plus à gauche au sud. Ça prend du temps. Est-ce que nous réussirons? Je ne sais pas vous dire, mais en tout cas, on aurait intérêt à réussir
pour ne pas créer un chaos et une instabilité persistante qui donnerait raison à celles et ceux qui souhaitent la disparition de la Belgique. Or, la Belgique est complexe, mais elle a toute sa raison d'être, sans doute peut-être encore transformée dans le futur. Rien n'est jamais figé définitivement. Mais donc aujourd'hui, on va sans doute basculer dans une autre période de pré-négociation, de recherche de solutions, de médiation pour voir s'il est encore possible de constituer un gouvernement fédéral qui dispose d'une majorité suffisante dans l'Assemblée parlementaire ici et qui veille aussi à ce qu'il y ait une représentation suffisante dans chacune des communautés linguistiques. C'est toute l'équation. En 2010, ça a pris 541 jours. Mais vous savez, là, dans d'autres pays, ça prend aussi beaucoup de temps. Et je ne parle pas de certains pays africains parce que nous n'avons pas de leçons à donner au Congo. Ils ont eu un gouvernement avant que nous ayons le nôtre. Et je ne veux pas non plus faire référence au Brexit qui, depuis maintenant 3 ans et demi, voit la Grande-Bretagne sans pratiquement de gouvernement. On se souvient quand même de la Belgique qui pousse un peu le Congo en disant il faut que le gouvernement soit... il faut constituer le gouvernement. Donc le fait de se retrouver dans la même situation... Une certaine Belgique disait ça. Voilà. Je dis et je répète depuis de très nombreuses années, depuis la fin des années 90, nous n'avons pas donné de leçons, nous n'avons pas transposé de modèle, nous n'avons pas indiqué la marche à suivre. À chacun a droit à être respecté dans sa souveraineté. On peut être partenaire, on peut être accompagnateur de processus, facilitateur de processus, mais en respectant l'autre dans des partenariats intelligents, mais pas en imposant la ligne de conduite, tout ce qu'il faut faire. Ces temps-là sont révolus, c'était les temps-là de la colonisation, c'est du paternalisme, du protectionnisme. Non, l'Europe n'a pas de leçon à donner à l'Afrique. Quelle a été votre plus grande déception et puis votre plus grande fierté au cours de cette longue carrière politique que vous avez ? Mais disons que j'espère que ça n'aura pas valeur de testament, parce que je crois que j'ai encore une certaine utilité. J'espère. Et donc, en clair, c'est simplement une philosophie, ça permet de ne pas être trop déçu en quelque sorte. Ouais. Parce que parfois vous avez un échec ou un semblant d'échec, et puis c'est suivi par... une autre activité qui vous permet de vous développer ou d'exploser pleinement dans ce que vous faites. Ce qui est le plus pénible à supporter, je verrais 3 choses. La première, c'est quand vous faites un excellent résultat aux élections, communales par exemple, et que vous vous êtes rejeté dans l'opposition par une alliance d'autres partis. Ça, c'est effectivement révoltant. Ensuite, quelque chose que j'exècre particulièrement, c'est quand vous avez une bonne idée, que vous présentez cette idée, et puis que quelqu'un arrive comme ça, la prend et la met à son actif sans avoir l'honnêteté intellectuelle de dire que c'est votre idée. Moi, je mets toujours un point d'honneur à signaler que même si c'est un adversaire politique qui a une bonne idée, je mets cela en disant il a eu cette idée, je la poursuis parce que je la trouve bonne et on peut peut-être continuer à travailler ensemble. Et puis pour le reste, je dirais que il faut savoir rebondir et en politique il ne faut pas être rancunier, il faut simplement avoir de la mémoire. On connaît un peu Monsieur Flao, enfin en gros, mais ce qu'on a envie, c'est ce que Entre-temps fait aussi, c'est d'aller gratter pour aller vraiment rechercher l'information que d'autres n'ont pas. Donc votre plus grande déception et puis votre plus grande fierté. Mais les plus grandes déceptions, c'était au début quand on est très jeune, qu'on fait une première campagne, qu'on fait un très beau résultat, et puis qu'on se retrouve dans l'opposition parce que des gens ne respectent pas leur signature, par exemple. Ouais. Ça, c'est à la fois une déception et une révolte. J'ai eu plusieurs reprises. Ouais. C'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas avoir de rancune, mais de la mémoire. Ouais. L'autre élément, une des plus grandes satisfactions, c'est sans doute quand, contre l'avis du monde entier,
et de l'OTAN en particulier, avec la France de Jacques Chirac à l'époque, la petite Belgique, le petit Luxembourg et l'Allemagne qui nous a rejoints à un certain moment, nous nous sommes opposés à la participation de la Belgique à la guerre en Irak. C'était en 2003. Et je me souviens à cette époque-là de menaces de M. Rumsfeld, de M. Bush par rapport à la Belgique, la vieille Europe, etc. Nous avons résisté et a posteriori on peut dire que nous avions eu raison. Et c'est la raison qui me fait dire qu'aujourd'hui, aller à contre-courant, c'est encore ce qui est le plus passionnant en politique. Et je continue à aller à contre-courant. Tant que je pourrai aller à contre-courant, ça sera pour moi une énorme satisfaction et ça sera enthousiasmant. Parce que souvent, avoir raison trop tôt, on dit que ce n'est pas bon. Mais avoir raison trop tôt et aboutir à faire aboutir ses idées et ses projets, je crois que c'est bien. On vous en félicite en tout cas. Le plus important, c'est de pouvoir se regarder dans le miroir. Absolument. Je suppose, pour tout le monde. Et en parlant de personnalité politique ou de courant, si vous deviez choisir 3 personnalités politiques qui ont marqué votre vie, qui choisirez-vous? Il y a naturellement à l'intérieur de mon propre parti des personnes qui, au début de ma carrière, m'ont soutenu, ont cru en moi et j'ai eu comme ça un président de parti qui était aussi mon professeur à l'université, c'était Guy Spitals. Bon, les autres présidents de parti m'ont aussi marqué et m'ont aidé à cheminer. J'essaie de transmettre aux jeunes générations aujourd'hui un peu ce qu'eux m'ont appris, parce qu'il faut toujours être formateur de formateurs, en quelque sorte. Il faut pouvoir passer le flambeau. Ensuite, c'est clair que je viens de rappeler l'épisode de la guerre de 2003. C'est vrai que il est mort il y a quelques jours. Je ne suis pas certain que si ça n'avait pas été Chirac, on aurait pu mener une telle opposition en quelque sorte. Et là, je crois que voilà la démonstration que quelqu'un qui n'est pas de ma conviction politique, en tout cas, marque à une certaine époque. Et puis alors, il y a des rencontres qui sont moins spectaculaires, mais qui sont que l'on garde à l'esprit. Vous savez, il y a eu un tsunami au Sri Lanka il y a quelques années. Et là, je peux vous assurer qu'à chaque fois que je le cite, je suis ému parce que remettre des moteurs d'un bateau à 2 petites orphelines qui viennent de perdre la totalité de leur famille dans le Sri Lanka sont des images qui marquent très, très fort. Je pourrais ajouter aussi le général Giap qui au Vietnam a gagné Dien Bien Phu, que j'ai eu l'occasion de rencontrer à plusieurs reprises, ou d'autres rencontres comme celle-là. Mais celle qui m'émeut le plus, c'est sans doute ces 2 petites filles que je vois régulièrement, que je vois encore en mémoire, cette réception de ce qui allait leur permettre de recommencer leur vie. On retiendra donc, en dehors des 2 petites filles, il y a Guy Spitals, que vous avez dit, et puis M. Chirac, et le général Giap. Le général Giap. C'est un général vietnamien, en quelque sorte, qui a effectivement gagné Dien Bien Phu. Comme ça, j'ai mis Chirac et j'ai mis Dien Bien Phu. Et pour revenir au Parti socialiste, il a connu quelques petits scandales, quelques petits soucis. Quelle est l'autocritique que vous pourrez faire du Parti socialiste? Est-ce qu'il nécessite, il a besoin d'être réformé? Il a besoin de plus de jeunes? De quoi a-t-il besoin pour pouvoir reconquérir la confiance de ses électeurs? Tout d'abord, le Parti socialiste reste le plus important parti en région wallonne et même à Bruxelles. Ensuite, je crois qu'il y a dans toute formation politique d'une certaine ampleur, il y a quelquefois des hommes et des femmes qui pêchent, qui commettent des fautes et qui ont des comportements qui ne sont pas en conformité avec l'éthique ou la gouvernance. Ce n'est pas réservé exclusivement au Parti socialiste. Il y a un élément qui diffère, c'est que lorsqu'il s'agit d'un parti socialiste, lorsque ces problèmes portent sur des questions d'argent, on ne nous pardonne pas en quelque sorte. On n'accepte pas que des responsables politiques socialistes soient pris dans des affaires de corruption ou de blanchiment d'argent ou des choses comme ça,
parce que c'est totalement contraire à notre philosophie, à notre éthique de base. On pardonnera peut-être à d'autres partis en disant oui mais c'est normal parce que ils représentent les patrons, ils représentent les notaires, ils représentent, et c'est tout à fait normal que ça se passe comme ça. Chez nous, ce n'est pas accepté. Et donc il est clair que des mesures ont été prises, toujours en ayant aussi le respect de la présomption d'innocence. Parce que là, il ne faut pas non plus tomber dans le travers où on coupe des têtes pour couper des têtes, et puis on se rend compte que on s'est trompé en coupant certaines têtes, et que ceux qui étaient accusés ou portés, je vais dire, sur la place publique en disant ils sont responsables de tout, n'ont pas n'ont pas fauté. Nous avons un exemple très marquant dans notre parti. Le président actuel, Elio Di Rupo, qui termine son mandat, il y a quelques années d'ici, a été victime d'une fausse déclaration de quelqu'un qui était en prison et qui l'accusait de pédophilie. Pendant des années, il a dû plaider son innocence. On a tenu bon parce qu'on a considéré que c'était faux. Et c'est quelques années après qu'on ait fouillé sa vie privée, etc., que effectivement on a constaté que c'était de fausses déclarations. Et donc de cette expérience-là que moi je retiens parce que j'étais à ses côtés au gouvernement à l'époque, je me dis que je comprends mieux quand il défend cette présomption d'innocence. C'est très facile aujourd'hui, notamment au travers des réseaux sociaux, de condamner quelqu'un, d'accuser quelqu'un de faire un fake news, et on détruit comme ça des réputations, on détruit comme ça le travail d'une vie, et puis quelques années après, on constate que tout compte fait, c'était pas ça qui était. Donc, nous devons être sévères, sérieux dans nos pratiques au quotidien, plus que dans d'autres formations politiques sans doute, plus aussi comme responsable politique, comme homme ou femme politique, on est en ligne de mire permanente de l'opinion publique, des médias. Nous devons le savoir, quand on fait de la politique, on n'a pratiquement plus de vie privée, mais nous devons aussi avoir le souci de respecter la vie privée, et de respecter aussi ce principe de l'innocence, en quelque sorte. Présomption d'innocence. Vous dites qu'il faut être formateur des formateurs. Comment est-ce que vous accompagnez la nouvelle masse de jeunes qui arrivent et qui s'intéressent à la politique, tant au sein du Parti socialiste que de manière générale? Comment vous insufflez cet engagement? Mais donc il faut sans aucun doute revenir sur ce cours de citoyenneté dans les écoles. Je crois qu'il faut intéresser. Et là, on a déjà cette possibilité lorsque, dans des communes, par exemple, on crée des conseils communaux pour les jeunes enfants. Oui. Ou à la province, on a parlé d'Isabelle Kivassa, etc. La citoyenneté se trouve dans le programme des écoles provinciales du Brabant wallon. Pourquoi ? On a parfois l'impression qu'on veut confiner les jeunes en disant vous vous occupez de la plaine de jeu, de la propreté dans les cours de récréation, etc. Non, je crois que les enfants ont déjà de bonnes idées. Le tout, c'est que les adultes que nous sommes, nous devons effectivement aider à concrétiser ce genre d'idées qui même quelquefois sont un peu fantaisistes. On peut effectivement leur montrer que c'est possible et qu'ils ont déjà cette capacité à agir. Et quand on me dit, ou quand on dit aux jeunes vous êtes les citoyens de demain, je dis non. Ils sont déjà les citoyens d'aujourd'hui. Plutôt, ils participeront à la construction de la société dans laquelle ils évoluent, que ce soit dans une plaine de jeu, que ce soit dans des découvertes, que ce soit dans des opérations de solidarité. Plutôt ils le feront, plutôt ils prendront l'habitude de s'engager dans la société, et peut-être qu'un jour feront-ils de la politique. Et si je dis ça, c'est simplement que c'est mon parcours à moi. Dans mon patelin, il n'y avait pas de parti politique, il n'y avait pas de jeunesse politique, il y avait simplement des gens qui avaient envie d'être utiles. Et on rendait service à la population, on écrivait des courriers, on allait porter les courses, on faisait... Et finalement, on a créé des activités, on créait une solidarité, et j'ai retrouvé plus tard des amis qui se sont engagés dans d'autres formations politiques. Quand j'étais directeur du centre d'études du Parti socialiste, j'ai fait
une formation de cadre qui effectivement a permis de créer des équipes de gens qui ont pris des responsabilités par la suite, soit en étant élus, soit en étant dans les cabinets ministériels, soit en étant dans l'administration. Et ma conviction aujourd'hui et mon engagement pour demain ou après-demain, c'est que je vais réamorcer avec le nouveau président du parti une formation de cadre. Mais là, c'est déjà pour des gens qui sont plus âgés, qui sont à l'UNIF, qui sont dans le secondaire, etc. Mais qu'il faut attirer, et pas uniquement en disant prenez une carte de parti, etc. Non, il faut voir ceux qui ont quelque chose dans le ventre, qui veulent s'engager. Et puis après, s'ils sont démocrates, s'ils sont pétris de principes de la démocratie, forcément ils seront des acteurs importants. C'est fondamental pour aujourd'hui une forte mobilisation sur le climat, mais il faut aussi se mobiliser sur d'autres choses. Il y a toujours quelque chose qui me frappe quand j'entends des étudiants qui disent certains se mobilisent pour le climat dans quelques années. Nous, on voudrait bien se mobiliser pour savoir si on aura à manger ce soir. Et d'ailleurs, justement, en parlant de mobilisation sur le climat, il y a la jeune Greta. Que pensez-vous de son engagement? Parce qu'on croit entendre, on voit cette jeune femme de 16 ans, je pense qu'elle a, jeune fille, qui se mobilise et qui est très dure, qui a des propos très durs à l'égard des adultes et des responsables politiques. Que pensez-vous de cet engagement, cet engouement? Je crains à un certain moment un essoufflement ou une récupération. Mais est-ce que ce qu'elle dit est consistant? Ce qu'elle dit est consistant, c'est sans doute dû à sa jeunesse qui fait qu'elle a ce discours direct. Le tout, ce que je crains, c'est qu'à un certain moment, il y ait entre le discours direct qu'elle tient et qui est peut-être aussi il n'y a qu'à, il suffit de, il faudrait que, vous n'avez rien fait. La nature est plus complexe que ça. Ce n'est pas blanc, noir, c'est pas bon, méchant. Il y a des efforts qui ont été faits et je crois qu'on fait mieux progresser les projets en reconnaissant les efforts qui ont été faits pour s'engager dans une poursuite et une accentuation que plutôt de dire vous n'avez rien fait, tout reste à faire, etc. Oui, il y a un défi à relever. Moi-même, là où j'étais, j'ai pris une série de décisions dans les différents départements où j'étais. Les installations militaires en Afrique, quand les militaires partaient, c'était avec panneaux solaires, etc. Mais c'était il y a quelques années d'ici. Donc chacun peut apporter sa pierre à l'édifice. Mais je crois que si on veut vraiment être chef, il faut être rassembleur. Oui. Certainement. Alors, nous allons parler un peu d'Afrique maintenant. Vous plaidez très souvent pour un changement de regard sur l'Afrique, pour la mise en place de partenariats durables, équilibrés, porteurs d'avenir pour tous. Vous appuyez et vous soutenez que les partenariats, c'est celle du progrès et de la paix et de la croissance partagée. Mais alors, ne pensez-vous pas que la politique belge, la politique internationale belge ne conviennent plus à la politique africaine actuelle et aux besoins de ces populations? Tout d'abord, je vois que vous avez bien lu mon discours. Oui, hein. Ah là, c'est impeccable. Oui, j'ai encore eu l'occasion de le répéter à Rebranding Africa, pas plus tard que samedi. Oui. Et je crois qu'effectivement, et je l'ai dit et répété, l'Europe s'est distanciée de l'Afrique et a négligé l'axe de solidarité, la solidarité nord-sud ou sud-nord qui aurait dû toujours exister et qui devrait être renforcée, sans oublier le pourtour méditerranéen. Et donc, c'est au détour de certaines crises, qui étaient des crises sociales, et pas nécessairement des crises de religieuses qui se sont produites, que on a commencé à dire il faut s'intéresser à l'Afrique. Malheureusement, on s'intéresse à l'Afrique parce qu'on craint le problème de la migration. J'ai souvenir d'une réunion des présidents d'assemblée, mais aussi de certains contacts avec des responsables tunisiens qui, après la révolution en Tunisie, avaient rencontré des responsables européens, dont la première question était, après la révolution, de savoir comment les nouveaux responsables tunisiens allaient limiter l'immigration vers Lampedusa. Et c'est ça l'image de l'Europe que l'on a donnée et que l'on donne, une Europe fermée. Et ça doit changer. Alors, nous avons eu plusieurs étapes, dans plusieurs phases dans la politique africaine.
Lorsqu'en 1999, un gouvernement un peu original s'est constitué en Belgique, on a remis le dossier africain et le dossier du Congo sur la table du Conseil des ministres et également sur la table du Conseil de l'Europe. Et on a un peu évolué comme ça dans une notion de partenariat, de renouer les relations. Puis par la suite, ça s'est dégradé. Ça s'est dégradé, des propos ont été tenus à la limite vexatoires et sont revenus en surface les volontés, les tentatives de dire à l'Afrique ce qu'elle devait faire en quelque sorte et en transposant des modèles. Je crois que c'est se tromper. Oui. C'est appliquer une politique qui est dépassée, qui est dans le temps, dépassée, paternaliste néocoloniale, oui. Osons le terme. Et quelquefois, certains responsables africains ou certains demandent, rappellent la Belgique pour revenir, ça allait mieux, etc., invoquent le fait qu'ils ont l'appui de tel ou tel chef d'État occidental pour dire ce qu'il faut faire. Certaines fois, je répète à ces personnes que si Lumumba avait une tombe, il se trouverait dans cette tombe. Hein. Et donc, en clair, je crois qu'il faut revenir à une relation entre individus responsables sur base du partenariat. Et le partenariat, ça implique le respect mutuel. Ça implique l'honnêteté, ça implique la franchise de dire ce que l'on peut faire, ce que l'on ne sait pas faire, ce que l'on pourrait faire ensemble, en faisant, en tenant compte des moyens. Et si on s'appuie sur cette base, on pourra faire un travail énorme, à la fois dans le secteur de l'éducation, dans le secteur de la santé, dans le secteur de la défense. On a fait beaucoup de partenariats dans le secteur de la défense, dans le secteur du développement économique, de l'agriculture, des technologies nouvelles, etc. Il y a plein d'atouts en Afrique qui peuvent être valorisés. Et le rebranding Africa parlait des mines, mais Tshisekedi a parlé de l'autre richesse, qui est la richesse de la terre, de l'agriculture, de l'horticulture, de tout ce qui est un potentiel qui peut être développé, qui ferait que les peuples africains peuvent se réapproprier leurs richesses, transformer leurs richesses et devenir effectivement des partenaires à traiter d'égal à égal avec d'autres partenaires du monde. Cap sur la République démocratique du Congo maintenant. Le président Félix Tshisekedi était en visite pour quelques jours en Belgique durant le mois de septembre et nous savons qu'il y a déjà une confiance accordée par son équipe et certainement par lui-même. Vous avez pu le rencontrer, discuter avec lui et quels étaient les sujets qui étaient au centre de cette rencontre?